la banlist est arrivée. Bien entendu, la semaine dernière, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, ouais, 100%, je fais le live le mercredi, on publie la vidéo sur YouTube le jeudi, et le jeudi, un peu plus tard dans la soirée, la banlist sortira. Et bah, Konami, ils se sont dit, ah ouais, t'es sûr de ça? Bah, on la sort vendredi pour le coup. Voilà, bon, bref, c'était assez sûr que la banlist sortirait juste après une vidéo, on dit, où est la banlist? Ça, c'était sûr. Ça, c'était obligatoire. Donc, quel plaisir, j'ai envie de vous dire, hein, super heureux. Mais vous voyez, c'est grâce à ça qu'on fait bouger les choses. Et au final, c'est beau. Voilà, la différence, c'est qu'on va pas réagir de manière... mais non, cette carte est bannie. Ça fait littéralement une semaine qu'on est au courant. Ça fait littéralement 2 streams que voilà, on est déjà en train de faire du reboot en changeant nos decks, en se disant sous... Eh, on joue bien sous la nouvelle banlist, hein, même si elle est effective le 5 juin. Voilà, pour répondre à ta question, petit Lu. Mais bon, on va quand même en discuter. Là, c'est cool parce qu'on va pouvoir en discuter à froid. Et surtout, pour l'instant, bon, on n'a pas trop d'infos sur ce que ça peut établir et sur ce que ça peut changer sur la méta. Alors, forcément, on peut se poser des questions ou autre. Mais moi, j'ai envie qu'on voit un petit peu tous ensemble. Je veux dire, ça fait quand même depuis lundi que je ne parle même pas de cette banlist. C'est-à-dire, je dis juste vite fait mon avis sur 2-3 petits trucs. Mais j'ai pas été super exhaustif parce que justement, je me réservais ce moment pour pouvoir en parler aujourd'hui. Donc je me dis, parlons-en, quand même, on est là pour ça. Alors, Cyberstein, Scarecrow, numéro 89, Diablosis, c'est ciao bien sûr. On va avoir Red Lotus et Branded Expulsion. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que là-dessus, est-ce que vous êtes satisfait sur ce qui est banni? Moi, je vais vous le dire très sincèrement. Cyberstein, c'est une carte que je ne supporte pas, que je n'ai jamais supporté, que je n'ai jamais aimé. J'ai jamais compris comment cette carte pouvait revenir. Jamais compris... Pourquoi? Parce qu'elle est problématique à partir du moment où elle existe. Donc c'est une carte qui n'existe que pour foutre la merde. Donc, bah casse-toi. Donc très heureux qu'il soit reparti de plus belle. Et j'espère qu'il ne reviendra plus jamais. La carte est terrible. Il n'y a rien qui va dans cette carte. Et voilà, c'est très bien. Faut pas qu'elle revienne, même pas sous un errata. C'est quand même stylé que la carte soit bannie comme ça. Voilà, sans errata, ça fait partie de son histoire. Voilà, Cyberstein, ça dégage, et c'est très bien, comme ça, voilà, moi je suis très heureux, je pense que c'est ce qu'il faut. Scarecrow, ça a été évidemment, Scarecrow, pardon, ça a été un gros sujet, hein, parce que les gens se disent, mais quoi, Super Heavy Samurai s'est déjà touché, ça vient de sortir, bon, bah tant mieux, Scarecrow, elle venait pas de sortir la carte, donc finalement, c'est peut-être pas le hit le plus problématique. Moi je vais être parfaitement honnête, mais ça me va, voilà. Un jour, on parlera peut-être des Link 1 sur ce jeu qui peuvent être plus ou moins problématiques. Là, dans le cadre de Scarecrow dans Heavy Samurai, ça ne tue pas le deck. Évidemment, ça le rend moins bon, mais ça ne le tue pas. Le deck va pouvoir continuer à vivre, et peut-être aussi que du coup, bah, les gens vont pouvoir sous-estimer un petit peu ce deck et se permettre du coup, forcément, de moins préparer leur free spot contre Heavy Samurai, donc ça peut peut-être lui donner une chance, hein. Je vous rappelle que, et encore actuellement à l'heure à laquelle je vous parle, le Heavy Samurai n'a pas gagné la moindre compétition nationale européenne, donc au final, voilà, hein, les gens étaient très préparés, Droll était partout, peut-être que ça pourrait faire du bien au deck. Ça paraît bête hein, comme vision, mais peut-être que d'ici les prochaines semaines, Droll ne sera plus trop mis en avant, ou en tout cas moins. Et donc peut-être que ici, Heavy Samurai aura peut-être la possibilité de briller un petit peu plus. Je pense pas qu'évidemment le deck va remporter des milliards et des milliards de compétitions, mais peut-être qu'il aura la possibilité de briller un peu plus. Et du coup, voilà, hein, peut-être on pourra se dire mince, j'avais pas cette carte pour ça, etc. Ça peut être intéressant. Je trouve que c'est une bonne chose, et je pense que ça peut donner un vrai bon souffle à Scarecrow, enfin à Super Heavy Samurai, hein. Le vent nouveau pour Scarecrow, ça s'appelle la banlist. Donc c'est une bonne chose, honnêtement c'est une bonne chose. Après, numéro 89, on va pas s'attarder dessus. Diablosis, je pense que c'était la carte où on était tous d'accord, ça allait arriver. Il n'y avait pas de doute particulier, numéro 89, c'était sûr. Voilà, c'est El Famoso, c'était sûr en fait, c'était sûr, et c'est mérité. Voilà. Red Lotus, ça me va parfaitement, c'est une carte qui est problématique. Enfin voilà, les cartes qui te disent, ouais non mais en vrai je joue pas trop frérot, ça me dérange. J'aimais pas trop la carte. Donc ouais non, Red Lotus, c'est ciao et c'est très bien. Je pense que vraiment la carte, elle est totalement à sa place. Et Branded Expulsion, hein, le débat infini.
avec les gens qui disent, alors t'as les pro branded qui veulent absolument jouer gimmick puppet, qui vont dire, oui, mais en fait, si tu veux, ça sert à rien de toucher expulsion, parce que de toute façon, on a Albion, donc on peut faire la même chose. Ouais, bizarrement, ça le fait un peu moins souvent maintenant, tu vois, un peu moins facilement. C'est cool que quand tu perds maintenant contre Branded, c'est pas parce que les mecs ont juste dit t'as pas le droit de jouer, mais parce que tu perds vraiment contre un vrai board, donc c'est cool. Même si vous connaissez mon problème avec Branded, hein, c'est bon, il y a trop de cartes, on en a marre. On va peut-être commencer à toucher d'autres cartes, par exemple Branded Fusion, ça pourrait être bien, pour n'en citer qu'une. Mais ouais, et ce qui est cool, c'est que pour le coup, voilà, Branded d'expulsion, ça, oui, c'était la carte à toucher. Si ça touchait juste Gimmick Puppet, c'était problématique, parce que de toute façon, Branded d'expulsion, t'en as plein, t'en as une foulée de monstres qui peuvent créer des locks et des soucis en s'invoquant de l'autre côté. En fait, d'invoquer des floodgates du côté adverse, c'est vraiment pas des mécaniques de ouf. La carte, on en est débarrassé, c'est une très bonne nouvelle, et ça permettra peut-être aux gens de un peu moins détester Branded. On le souhaite pour ces fameux joueurs. Ensuite en limité, ouais, je vous l'ai dit, la banlist elle a fait du travail. Alors évidemment, bon, moi je vais donner mon avis absolument pas biaisé. Très heureux de revoir Blaster dans la famille. C'est beau, très heureux. De toute façon, t'es toujours derrière, hein, t'es toujours dans mes deckbox. Y a aucun souci. Blaster, je t'aime. On attend Redox et Tidal. Et je serai un homme heureux de nouveau, et juste remettez Eclipse Wyvern, et tout ira mieux dans ma vie. Ah bon, malheureusement D-Link existe, donc ce genre d'événement risque d'être un petit peu compliqué à mettre en place. Mais super heureux de voir Blaster de retour. Ah ouais, je suis le mec le plus objectif du monde sur Blaster. Je suis désolé, bon, il y a un moment, tu sais, des fois, il faut aussi se dire, ouais, je suis heureux. Non, en toute honnêteté, je pense que Blaster et Tempest sont pas des problèmes actuellement. Ça a toujours d'ailleurs été les deux Dragon Roller les plus faibles. Les 4, hein. Le fait que Tidal et Redox soient bannis, c'est très bien. Dans les faits, même si je rêve d'un monde où tout passe x1. En fait, c'était bien à l'époque où ces 4 cartes-là existaient et permettaient à n'importe quel deck qui jouait un attribut de pouvoir en profiter. Dès que tu joues un deck terre, tu mettais Redox. Dès que tu joues un deck eau, tu mettais Tidal. Dès que tu joues un deck feu, tu mettais Blaster. Enfin, c'était vraiment cool. Donc voilà, et comme dit Serpo, effectivement, ça m'étonne pas trop non plus qu'ils reviennent, parce que il y a le côté extender gratuit pour Volcanic, enfin ça va être un extender pour tout deck feu de toute façon. On en avait parlé la semaine dernière dans les news aussi, mais c'est un peu l'année des decks feu, j'ai l'impression, avec toutes les sorties, etc. On dirait que c'est un peu la thématique de l'année, avec Fire King qui va revenir aussi, etc. Salam et tout ça. Et du coup, est-ce que le retour de Blaster, c'est pas un petit hommage à tout ça? Bon, est-ce qu'on parlerait pas d'une certaine carte? Honnêtement, hein, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle se fasse toucher. Mais alors, Circular, j'ai pas envie de dire qu'elle l'avait pas mérité. Après, honnêtement, est-ce que Matmec... est-ce que j'ai le droit de dire que Matmec, de base... bon, ils ont toujours accès à Circular. Enfin, c'est pas à la mort, tu vois. Genre... vraiment, voilà, Circular, elle est x1, d'accord, mais ils ont toujours 20 milliards de cartes qui peuvent aller le tuto, enfin ça reste pas, voilà, c'est juste tu la hard draw pas. Ouais, c'est ça, ils vont survivre. C'est dur en plus parce que Matmec vient de gagner le tournoi finlandais à 51 joueurs, donc c'est pas non plus incroyable, et c'est leur seul perf exceptionnel niveau victoire, hein, 15 tops actuellement en Europe et une victoire, donc pas fou. Mais Circular est un problème de toute façon, il est joué dans tout ce qui... à chaque fois il est joué, c'est problématique. Donc ouais, franchement Circular mérité, mais inattendu. Honnêtement, je m'y attendais pas, puis après je me suis rappelé que c'était une super rare, j'ai fait c'est normal en fait. C'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, hein, c'est la manière économie de faire. Voilà, je suis pas non plus giga choqué. Alors que la prochaine carte me choque un peu plus, je vous avoue. Gamma, c'est mon vrai désaccord sur cette banlist. J'ai un problème avec Gamma. Dans une méta, alors c'est la méta actuelle, elle va peut-être changer justement, et ça ce sera la discussion qu'on aura un petit peu plus tard, mais dans une méta où on va avoir Shifter et on va avoir Droll, vraiment sur ces deux cartes principales, notamment, j'ai un vrai problème que Gamma soit touché. Parce que, pour moi, là, la limitation de Gamma, c'est une fausse ban. La carte est ban, en fait, pour moi. Je vois pas dans quel monde tu mets un Gamma, un driver. Ou alors tu commences à jouer aussi les autres Psy-Frame en espérant choper Gamma à la place, dans le doute.
Je trouve que c'est compliqué parce que c'est la seule carte qui permettait d'avoir une réponse en go second contre Shifter, par exemple. C'est une vérité. C'est soit maintenant ton deck meurt à Shifter, soit tu dois trouver un moyen juste de faire Bagooska et d'attendre. Moi, j'aime pas. Je dis pas que Gamma devrait pas être ban ou devrait pas être touché, la carte est très forte. Mais déjà, j'ai toujours trouvé la carte assez équilibrée sur le fait que je peux toujours jouer autour de Gamma. C'est-à-dire, dans une méta où Gamma, tu sais qu'elle existe, bon voilà, quand tu t'y attends pas, ça fait super mal, mais quand tu t'y attends, c'est-à-dire la méta actuelle, bon, tu peux tourner autour. Et en plus, tu dois jouer une brique. Brique que, personnellement, j'ai plus souvent en main que Gamma. Donc, ça, c'est un autre débat, et c'est une vanne aussi. Enfin, je sais pas, c'est un peu un symbole de Yugi aussi, moi, j'aime bien ce genre de carte. Maintenant, voilà, comme on peut dire, le fait que ce soit aussi, voilà, psychique, tu peux y télé, tu peux faire des trucs, bon, voilà, c'est compliqué. Là où je suis choqué, par contre, c'est la réapparition de Denglong. Alors honnêtement, on va pas parler du fait que le prix de Denglong, il a été propulsé vers l'infini et l'au-delà. Carte qui permettra certainement à Sword Soul de revenir. Hein. Que Sword Soul maintenant peut être assez solide avec la nouvelle méta. On est dans une méta plus ouverte que jamais de toute façon, je pense, même suite à cette banlist. T'as plein de decks qui peuvent maintenant commencer à se dire, bah j'ai ma place en fait actuellement. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Après, Denglong, c'est le genre de carte qui peut très vite créer des dégénérations mentales absolues. En fait, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas des cartes interdites qui méritaient plus de revenir dans le jeu que Denglong? Voilà, ça c'est une autre question que je vous pose. Mais et je parle même pas de Dragon Roller, hein, je parle vraiment d'autres cartes, quoi. Enfin, on a une bonne pile de cartes interdites. Et je me dis, bon, Denglong, je sais pas si ça devrait vraiment revenir, donc ça fait toujours un peu peur, hein, ce genre de carte quand ça revient. Là où Blaster, on sait, tu vois, on sait que ça va être cool. Enfin, la carte va être cool, mais on va pas être sur du truc broken. Denglong, ça peut vraiment aller très loin. Donc j'espère que Konami sait ce qu'ils font avec Denglong, et j'espère qu'ils auront pas peur de le bannir rapidement si ça devient problématique. Ça me fait un peu penser à Silverstein, quoi. Tu vois, la carte elle est partie en ban, elle est revenue, ils se sont dit, bah en fait non, c'est gênant, donc hop, ça dégage. C'est très bien comme ça. Donc voilà, si Denglong est problématique, faut vraiment pas qu'ils hésitent à la retoucher. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rester longtemps sur Rise Art? La carte mérite la limitation. À long terme, je vais pas vous mentir que pour moi, la carte mérite la ban. J'aime bien dire le mot limite, hein. Je pense que c'est pour bien rappeler que Rise Art est limité. La carte est la plus problématique de chez Kashtira, maintenant que Diablosi c'est plus là. J'irai pas jusqu'à dire que la carte est fer, je trouve pas la carte fer. Mais c'est sûr que si on doit la comparer à Diablosi, je trouve qu'ils ont fait le bon choix. Mais je trouve ça aussi cool qu'ils ont bien mis Rise Art à 1. Ça c'est vraiment cool. Après voilà, Delicious Memory... let's go, hein, je veux dire, Purely, on le sait, hein, même problème que Heavy Samurai, la carte qui se fait toucher alors que le deck vient de sortir dans les faits. Et c'est plutôt top pour ceux qui n'aimaient pas Purely, pour les joueurs de Purely, et je sais que certains sont là, c'est compliqué. Je pense que ça a été touché parce que Purely reste plutôt bon. Et de ce que j'ai vu, Purely n'est absolument pas mort actuellement. C'est un peu comme Heavy Samurai, quoi. Ça permet de rendre le deck peut-être un peu plus... de lui ouvrir de nouveaux horizons. Je suis persuadé que Delicious reviendra. Enfin, pas Delicious reviendra, mais que Purely aura encore du support. Et du coup, ça ressemble un peu plus à un truc préventif, en vrai. Et puis après, Natural Secretary, honnêtement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais que la carte... Enfin, honnêtement, hein, ça me choque pas que la carte se fasse toucher. Son effet est pas once per turn. Donc effectivement, ça pouvait être problématique. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que pour l'arbre sacré, c'est plutôt intéressant parce que vu que t'as tous les autres decks qui se sont fait toucher, tu dis ok, on touche aussi ça parce que la carte reste problématique sur le fait que ce soit pas hard once per turn. Et au moins comme ça, on est tous à égalité et ça se passe bien. Donc ouais, c'est pas non plus turbo choquant. Et on va arriver, vous le savez, dans une section très bizarre du monde de Yu-Gi-Oh! Les cartes semi-limitées. Et Malveillant va pas rester seul très longtemps. Avec l'arrivée de toutes ces cartes. Orange Light, on va dire, c'est une carte qui est problématique, mais j'ai l'impression que la mentalité de Konami, c'est... Tant qu'elle est pas problématique sur le moment, parce qu'elle est pas dominante dans la méta, on peut la remettre, c'est pas un problème. Bon, admettons. Unicorna 2, très bien. C'est pas un hit de fou sur Kashtira, mais le deck mérite quand même de se faire toucher. C'est quand même le deck qui remporte le plus les compétitions dernièrement. C'est le meilleur deck du format, faut que le deck se fasse toucher.
Après, voilà, il y a le débat. J'ai entendu certains dire putain, j'aurais préféré que ce soit Fenrir qui soit x2. D'autres qui disent j'aurais préféré que ce soit Unicorn. Enfin, non, Unicorn, ça me va. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. Honnêtement, moi, Unicorn, ça me va. On a évidemment la carte touchée la plus random de l'histoire. Autant, tu vois, Herald, autant Unicorn, je comprends. Autant Lightning Storm en 2. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est l'interrogation la plus... Ça fait longtemps que je me suis pas posé des questions. Et Lightning Storm, elle m'en fait poser beaucoup. J'ai fait... Ok, si tu veux. Vraiment, Lightning Storm, c'est vraiment, je pense, ils se sont dit, ah putain, je crois on a oublié une carte, il nous reste un slot, on fait quoi? On fait, attends, appelle Roger de l'OCG, il va trouver une solution. Et Roger de l'OCG, il a dit Lightning Storm 2. Après, ils ont fait, oh putain, mais quel génie. Quel génie. Et voilà, bravo. Runic Fontaine à 2, j'ai l'impression que c'est complètement inutile. Voilà, je suis pas joueur runique, hein, j'ai affronté très peu de runique dans ma vie, mais j'ai l'impression que ça ne fait absolument rien du tout. J'ai l'impression que la carte était déjà jouée x2, et pas x3. En fait, la mettre x2, j'ai pas compris. Voilà, Et puis, bon, alors, c'est une surprise, mais en même temps, c'est une mauvaise surprise, et en même temps, c'est pas étonnant. Ouais, voilà, là, c'est les mélanges. On va avoir Engage qui passe à 2, le support Sky Striker qui arrive à perte de vue. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'en 2026. J'ai peur. x1, ça me suffisait déjà. x2, honnêtement, ça fait peur. Mais bon, on verra bien comment ça se passe. SS, ouais, il y a moyen qu'à un moment, que ça revienne une fois que tous les supports vont revenir et tout. Starter, bon bah forcément moi j'ai un sprite de côté, donc quand j'ai vu Gamma et Starter toucher, j'étais en mode bah ça fait un peu chier. Mais ça tue pas le deck, du coup j'aime bien. Je pense que Starter était une bonne carte à toucher. Je pense que c'est Starter, tu vois, qu'il faut toucher et pas Blue par exemple. Donc assez content du fait qu'ils aient touché Starter. x2, c'est cohérent. T'as toujours accès avec Jet. Jet, t'as toujours accès avec Gigantic si tu veux. Enfin voilà, ça tue pas le deck, ça libère un spot. Tu l'as juste moins en hard draw, donc ça peut être un peu plus compliqué si jamais tu te fais un peu stopper avec tes sprites sur le board, mais ça devrait pas trop tuer le deck. De toute façon, Sprite a des ressources illimitées et à chaque extension il y aura des monstres de niveau 2 de toute manière, donc on pourra peut-être, voilà, le deck, tant que le deck se fait pas trop toucher, il pourra toujours vivre, donc ouais, je trouve que le deck s'est pas trop fait toucher, c'est plutôt cool. Starter est la carte qu'il fallait mettre, donc c'est pas déconnant, j'aime bien. Des cartes x3. On va aller vite, hein. Steam de Cloak, Yamiro sera très content. Birdman aussi, bon. Lotus, faut faire attention quand même, je pense. Et après, Quick Fix, c'est celle qui fait le plus peur. Parce que... Spiral, ça n'a pas été tier 0 pour rien, et ça n'a pas été tier 0 pour rien. Vraiment, voilà, retenez bien cette phrase. Spiral, ça n'a pas été tier 0 pour rien, donc faut faire très attention. Bon, il est passé x3 quoi, donc faudra voir un peu où ça va. Par contre, ouais, pour Recital, c'est plutôt cool pour les joueurs Lyrilusc. C'est top, en vrai c'est top, et puis c'est une bonne carte, c'est intéressant. Draco Face-Off aussi, très étonnant, je m'attendais pas du tout à ce que la carte soit unlimited. Et après Multi-Roll qui passe à 3, parce que voilà, au cas où vous l'avez pas compris, faut que Sky Striker revienne, c'est important pour pouvoir vendre le manga en TCG, alors qu'il est pas là. Après, bon, ça c'est des négociations à faire avec Kana, et Kana ils sont un peu lents pour faire des trucs sur Yu-Gi-Oh! En France. Est-ce que vous êtes un peu satisfait de cette banlist? Est-ce qu'au contraire elle est problématique pour vous? Est-ce qu'elle touche pas assez les decks, etc. Moi honnêtement, je vous le dis, j'aime bien. Il y a beaucoup de cartes qui ont été touchées quand même. Et je pense que les deux priorités c'était Expulsion et Diablosis. Je t'avoue, Shifter c'est vraiment la carte que je rêve de voir partir. C'est terrible, hein, vraiment. La carte est problématique as fuck, mais on veut pas l'accepter visiblement. Et c'est ça fait longtemps que la banlist n'a pas été aussi conséquente, et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Faut pas qu'ils aient peur de toucher. En fait, là ce que j'aime beaucoup, c'est surtout il y a beaucoup de revenants. Et c'est super cool, genre. Oui, n'hésitez pas, Konami, à re-regarder votre banlist et à se dire, oh, putain, mais celle-là, elle est plus pertinente, elle peut revenir, c'est pas un problème. C'est trop cool. Donc, très content. Très content là-dessus. Continuons, hein, voilà, on a parlé d'une banlist, parlons de la deuxième. La banlist de Master Duel, bien sûr. Voilà, elle est arrivée, elle est belle, elle est grande. Alors, Cyberstein qui s'est fait toucher. Bah dis donc, il en prend un peu partout, hein, lui.
Ouais. C'est compliqué. J'ai pas mal suivi ce qui s'est passé sur Master Duel dernièrement, notamment avec les qualifications pour les World Championship Qualifiers. Je vous ai dit 2 fois du coup le mot qualification. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Je suis assez content que ça bouge. Et voilà, donc Cyberstein, c'est très bien. Voilà, la carte ne doit pas exister. En fait, la carte, pour moi, elle existe pour rappeler ce qu'il faut pas faire sur le jeu. Voilà. Parce que dès que Cyberstein est là, ben les gens ils veulent juste faire des FTK avec. C'est bon, stop, il y en a marre, tu vois. Bon, la deuxième carte, en vrai, je me souviens même plus de son nom. C'est Smoke Grenade, je crois. Je dis pas de bêtises. Bah, mérité. Voilà, ce genre de carte, c'est de la merde, faut arrêter. C'est bon, il y en a marre. Donc, ciao. Maintenant, Terraformation. C'est ça votre solution pour contrer Tyr, Kashtira. Alors, il y a un débat, j'ai vu pas mal de gens parler en mode « Mais c'est n'importe quoi, faut pas ban Terraformation », et ils ont tout à fait raison. Et je vois les autres gens qui font « Ouais, mais c'est ça aussi de faire des terrains broken », et moi je suis en mode « Bah arrêtez de faire des terrains broken aussi au bout d'un... Je sais pas, hein, je veux dire au bout d'un moment, bah stop. Genre c'est les terrains qui sont problématiques, pas Terraformation. En fait, genre... Pour tous les terrains qui sont broken, on s'est dit touchons Terraformation, alors qu'il y a plein de decks qui ont besoin de Terraformation pour vivre. Au bout d'un moment aussi, il va peut-être falloir arrêter de créer des terrains qui disent bah je tuto quand je l'active en fait. Enfin c'est pas de ma faute, hein. Genre pour le coup... Voilà, bien sûr que c'est top 10 carte générique, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi la ban de Terraformation n'est pas bonne. Genre pour moi c'est pas une bonne idée. Ça permet aux decks qui ont que le terrain se fasse toucher. Bah, enfin, voilà, c'est déjà arrivé, hein, je pense plus d'une fois à des gens qui sont peut-être ici avec nous. Tu fais Terraformation, tu tutos un terrain qui va aller tuto, tu te prends de roll. Fin de game, genre c'est terminé. Terraformation donne accès au terrain, faudrait que les archétypes en question aient un moyen propre de tuto leur terrain. Bah, je serais bien d'accord avec toi, mais il y a des archétypes qui datent de 2015 qui aimeraient bien jouer leur terrain et qui n'ont pas accès sans Terraformation, du coup on fait comment? Voilà. C'est parce que t'inquiète que tous les archétypes... Les autres archétypes un peu récents, ils ont tous accès à leur terrain autrement qu'avec Terraformation. Mais vraiment, le vrai souci, c'est les terrains broken. Donc on en revient au problème de est-ce qu'il faut toucher la carte qui permet de rendre les cartes broken ou est-ce qu'il faut toucher les cartes broken. Là, dans le cadre spécifique des terrains, je vais vous donner mon avis en tant que personne aussi qui a déjà fait des cartes et qui... Le problème, bah, c'est de toucher les... Enfin, il faut toucher les terrains. Parce qu'en fait, les terrains sont liés à des archétypes. Donc forcément, quand tu touches un terrain, t'affaiblis un archétype. Donc ça s'arrête là en fait. Terraformation a toujours été à 1, ça te crée un exemplaire en plus du terrain. Donc tu prends ça toujours en compte quand tu crées un terrain, et t'arrêtes de casser les couilles. Je trouve que vraiment Terraformation c'est catastrophique, et ça règle pas les problèmes en fait. Ça règle pas le fait que bah, il va y avoir des decks, ils vont pas avoir leur terrain, ils pourront pas jouer, et il va y avoir d'autres decks, bah de toute façon au pire il va piocher le terrain, et ça va se passer normalement. Ça touche plus les decks qui en ont besoin, et qui sont pas bons, que les decks, en fait, je trouve que tous les decks qui se font toucher par Terraformation et qui veulent contrer, se font contrer. Et est-ce que j'ai le droit d'être honnête avec vous? Pour moi, ça, et les 4 cartes, et les 3 cartes qui sont à côté, c'est parce qu'ils assument pas qu'ils veulent pas toucher Tyr. Parce que si vraiment le problème c'est un terrain en particulier, bah tu bannes Perles Rhino, en fait. Voilà, comme ça on arrête d'en parler. Mais ils veulent pas, on le sait, on sait qu'ils veulent pas. Je veux dire, Kid Kalos n'est toujours pas ban. À partir de là, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je vous dise. T'as quand même Roi des Marais qui est parti, t'as Terraformation qui part, t'as les Ishizu qui se font encore toucher, machin, et Kid Kalos c'est encore là, les gars, y a aucun problème. Les Ishizu, pour moi, sont juste destinés à être x1. Franchement, x1, c'est clean, tu vois, y a pas besoin d'aller plus loin. x1, c'est très très bien, chaque Ishizu, c'est assez équilibré, les 4 x1, ça me va parfaitement. Donc c'est très bien. Par contre, ouais, Sprite Blue x2, je suis pas chaud. Mais en fait, c'est ça aussi leur problème, quoi. Ils touchent Blue, mais ils touchent pas Elf. Hein. Je sais pas, des fois, on dirait ils sont bourrés quand ils font leur banlist. Après, voilà, t'as aussi... En fait, genre, tu touches Sprite Blue, mais tu touches pas... Enfin, en plus, ils ont pas déjà starter à 2, en plus. Ouais, c'est bon, à un moment, enfin, genre, tu tapes Tyr... Enfin, je sais pas. Elf, je pense qu'ils doivent le laisser parce que Tyr existe. Le deck est full power avec Kalos et tout ça. Enfin, je veux dire, même s'ils perdent des cartes, le deck reste full power pour l'instant, je trouve. Enfin, ça touche pas assez le deck, hein, de toute manière. Et du coup, toucher Sprite comme ça, laisser 2 blue, 2 starters, c'est pas trop violent, mais ça reste un peu chiant, quand même. C'est une banlist qui est un peu bizarre, mais c'est pour les Worlds parce que Tyr va continuer. Enfin, ils veulent, je pense, pour le championnat du monde 2023, le premier championnat du monde de Master Duel, je pense qu'ils veulent voir du Sprite et ils veulent voir du Tyr.
Donc du coup ils veulent pas réellement toucher ces decks là, voilà, c'est assez particulier. En fait, quand tu analyses la banlist d'un des formats, il faut pas l'analyser en comparaison avec le format que toi tu connais. Mais il faut comprendre dans l'écosystème de ce format-là pourquoi ces choses-là sont touchées. Ce qui est pas toujours c'est pas toujours facile. Voilà pour la banlist de Master Duel, qui je sais la majorité d'entre nous. En fait c'est marrant, je pense que la majorité d'entre nous on n'y joue plus. Ou on y joue très peu, mais on reste quand même intéressé sur le jeu parce que ça reste Yu-Gi-Oh! Ça nous intéresse, et peut-être que voilà, certains d'entre vous sont quand même bien à fond sur Master Duel, donc voilà. Moi en ce moment, je sais pas, j'aime bien regarder du Master Duel, voilà, c'est vrai que l'ambiance World Championship, voilà, ça met de la hype, et on en parle effectivement. Le World Championship Qualifier, c'est terminé, félicitations du coup à notre ami Tasuku Suraimu, qui a fini premier. Voilà, bien sûr, hop, la petite image, voilà, pour ceux qui ne la savaient pas, voilà. Lui, il a eu le droit à ce screenshot. Et nous, tous les autres, bah, on pleure, voilà, tout simplement. Tout simplement. On pleure, et très très fort. Et voilà, bravo à lui. Maintenant, j'avais envie d'en parler, quand même. C'était très cool à suivre. T'en parles de Joshua Schmidt, effectivement, moi, j'ai suivi un petit peu son périple. Donc, c'était une période où j'ai l'impression que Master Duel a repris sa hype. Qu'il avait un peu au moment de sa sortie, parce qu'il y a eu plein de streams compétitifs et tout. Mais en fait, ça qui est marrant, c'est que c'est la première fois, j'ai l'impression que Master Duel a vraiment été pris au sérieux sur le côté compétitif. Donc, ça fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait super plaisir. Bien joué à ceux qui ont tenté l'expérience et qui ont pu aller jusqu'au bout du mieux que possible. Maintenant, voilà, j'ai vu le stream de Joshua Schmidt. Il est arrivé 2ème ranking Europe, 12ème mondial. On parle d'un homme qui a fait plus de 400 games en 3 jours, parce que voilà, pour ceux qui savent pas comment ça s'est passé, les qualifications, je sais plus combien de temps ça a duré, mais il me semble que ça a duré 1 ou 2 semaines pour augmenter son niveau de dueliste au maximum, au niveau 20, pour pouvoir se qualifier pour la 2ème phase. Donc ça, je pense que, bon, ça demandait un peu de tryhard, mais ça devait pas être trop dur à partir du moment où tu jouais Sprite ou tu jouais Tir. Dans les faits, ça devait pas être trop compliqué. Maintenant... j'ai un gros problème avec la 2ème phase. T'avais 72 heures pour te qualifier. Sur ces 72 heures, tu dois faire un max de duel. Gagner te rapporte des points, perdre te fait perdre des points. À partir de là, c'est la rue, hein, il faut juste faire un max de duel. Et en fait, tu es, en fonction de ta localisation, tu vas être placé quelque part dans une des régions. Donc bah, nous, on serait tous en Europe, forcément. Et en fait, chaque région du monde, donc t'avais North America, t'avais, bon j'imagine t'avais les autres zones américaines, hein, parce que les Américains, eux, ils ont le droit de kiffer plus que nous, visiblement, au jeu, hein. L'Amérique latine aussi, t'avais l'Europe, bien entendu, je sais même pas s'il y avait une division africaine, et je fais... Vraiment, j'espère qu'ils ont eu l'occasion d'avoir le droit à avoir une place, quand même. T'as évidemment l'Asie, etc. Le premier problème que je voudrais surélever, c'est que du coup, il y avait un classement mondial et il y avait un classement global. Je viens de dire 2 fois la même chose. Il y avait un classement mondial et il y avait un classement régional. Le classement régional, c'est ce qui te permet de te qualifier. C'est-à-dire que c'est le top 3 de chaque région, si j'ai bien compris, qui se qualifie aux Worlds. Ce qui est top, en vrai. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant... Pourquoi tu fais un système où c'est le classement régional qui joue, et en fait les mecs que t'affrontes, c'est partout dans le monde. J'ai pas trouvé ça normal. Je trouve pas ça normal que tu joues en Europe et que t'affrontes des mecs en Asie, et qu'en fait, votre duel va influer sur son classement à lui en Asie et ton classement à toi en Europe. C'est pas normal. C'était Europe, Afrique, Moyen-Orient et Océanie réunis. Ça n'a aucun sens. Le petit cours d'histoire géo à Konami s'impose peut-être, mais bon, ouais, bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais bref, et ça m'a beaucoup gêné parce que je trouve pas ça logique, je trouve pas ça normal. Donc du coup, c'est un peu, voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait, si c'est pour mettre un système où t'affrontes le monde entier, prends le classement global. Et qualifie le classement global plutôt que le classement régional. Je vous avoue que moi, le délire du classement régional, j'aime pas trop. Parce que à partir du moment où le matchmaking, il est global, fais un système global, du coup. Tryhard pour ta région et être le bon représentant. Bah ouais, ça c'est cool, moi je trouve ça trop stylé. Mais du coup, c'est extrêmement bizarre d'affronter... Bon, ça me rassure que vous pensez à peu près tous pareil. Le vrai problème, c'est comment ça, mon ref, j'ai 72 heures pour me qualifier, et que, en fait, je dois jouer un max en 72 heures.
et qu'en fait c'est la quantité qui va être récompensée et pas la qualité. Alors certains d'entre vous sont peut-être pas au courant, parce que c'est vrai que j'en ai parlé, voici les 2 decklists de Tasukurai, je veux pas écorcher son pseudo, Tasuku Suraimu, donc on va avoir du coup, un tir, hein, quelle surprise, avec un petit engine, branded, donc assez surprenant, mais voilà, mec trop fort, un top 1 bien sûr, on rappelle avec ce deck, et puis pour le deuxième, il a joué un sprite, voilà, donc il a joué 2 decklists différentes, et en fait, j'ai remarqué que c'était un peu la technique qui avait été utilisée par tout le monde. Les 3 decks que j'ai vu le plus dans les différentes diffusions, etc., que j'ai pu voir de mon côté, ça a été Tyr, bien sûr, Sprite et Exosister, de quoi contrer Tyr en général. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, tu utilisais Tyr au début de ces phases de 72 heures pour t'assurer des wins, on va dire, hein, plus ou moins. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à être dans un plafond de verre, tu commences à passer dans Sprite, parce que ça commence à devenir du pile ou face. C'est-à-dire que tir contre tir, à un certain moment, les mecs sont tellement chauds que ça se joue sur qui a perlé Rhino, en fait. Parce que la carte est limitée x1, je vous le rappelle. On va prendre l'exemple de Joshua Schmidt, parce que c'est le grand exemple européen, ça a été, je crois, le plus gros stream européen. Sur les 72 heures, il a dormi 9 heures, et tout le reste du temps, il a joué. On parle quand même d'un des plus gros joueurs de Yu-Gi-Oh! Au monde, un des meilleurs d'Europe également. Il a fini 2ème en Europe, et il est 12ème en global, si je dis pas de bêtises. Il a dormi 9 heures. Genre, il faut vraiment mettre ça en situation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que... Enfin, voilà, bravo à lui, félicitations, très heureux de l'avoir vu remporter et passer truc, mais il faut se rendre compte que le 3ème, le 4ème, le 5ème, le 6ème, le 7ème, le 8ème, le 9ème, je peux continuer longtemps, hein. Bref, le top 20, le top 30, en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont pas dormi pendant des heures et des heures et des heures, la majorité n'ont pas mangé, enfin bref, c'est extrêmement dangereux pour la santé, et en fait, tous ces joueurs-là, mais ils vont même pas aux Worlds, en fait. Donc, bravo à Joshua Schmidt et aux 2 autres, et à tous ceux qui ont été qualifiés... sur le format, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'imposer un système de qualification où tu joues pendant 72 heures. On va revenir aussi à un autre truc, ça je vais en parler juste après. Il faut savoir que Tasuku Suraimu, Joshua Schmidt, je sais qu'en North America, je crois, il y a... comment il s'appelle, Team Samurai X1, je crois aussi. Bref, j'ai vu plusieurs créateurs de contenu passer. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais du coup, les 72 heures, moi je vais être honnête avec vous, je l'ai pas fait. Je pense pas que j'aurais fait même si j'avais le temps, parce que honnêtement j'ai une vie, tu vois, et c'est un peu compliqué, mais en toute honnêteté, quelle personne qui a un boulot, voilà, qui n'est pas à mi-temps, hein, qui vraiment a un taf classique, parce que c'est un être humain, qui doit payer son loyer, c'est qui en fait qui peut jouer 72 heures en dormant 9 heures? À part les créateurs de contenu Yu-Gi-Oh! Qui vivent de ça. Et à part des mecs qui, visiblement, ont peut-être pas besoin de travailler, qui, genre, en toute honnêteté, hein, vraiment. Et je trouve ça vraiment pas cool. Tu mets une limite de game. Tu dis, sur 2 semaines, tu fais 200 games, par exemple. Sur 200 games, c'est faisable, hein, vu que, visiblement, Joshua Schmidt, il a fait plus de 400 games en 72 heures, donc c'est faisable de faire 200 games en 2 semaines. Voilà, donc tu fais 200 games en 2 semaines, et après, c'est fini. T'as plus le droit de jouer, et ton classement, il varie en fonction de ton win rate. Voilà, point. Et les 32 meilleurs win rates sont qualifiés au World. Point, c'est fini, c'est réglé. Tu mets en danger personne, les gens jouent comme ils veulent, les gens jouent comme ils peuvent. Bon, normalement, sur 200 games, t'es censé quand même avoir les meilleurs joueurs, tu vois. Genre, les mecs qui ont une bonne win rate, ça devrait être des mecs chauds. Et puis voilà, et on est bien. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Peut-être que c'est pas la meilleure manière d'organiser les Worlds, mais je pense que sur un jeu en ligne comme ça, c'est comme ça que tu te qualifies, tu vois. Genre, c'est le meilleur moyen. En plus, on est sur un jeu BO1. Donc très compliqué quand même d'avoir des qualifications solides. Donc je pense que oui, mettre le win rate en jeu, ou même le système de points, c'est un bon système en vrai. Mais pas sous ces conditions-là, elles sont terribles. En fait, faut pas blâmer les joueurs, hein. C'est pas les joueurs qu'il faut blâmer, hein, dans ce genre de cas. C'est comme quand on te dit ouais, mais les joueurs ils sont chiants à faire des FTK sur Yu-Gi-Oh! C'est pas eux le problème, c'est Konami qui disent on laisse ça légal. Là c'est encore pire, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a des gens, ils sont no life, ils vont peut-être même être addicts, ils vont se mettre en danger parce que certains c'est leur rêve, tu vois, de se qualifier au championnat du monde. Et si t'as pas de moyen de te qualifier autrement qu'en niquant ta santé pendant 3 jours, ils vont le faire. Mais ça c'est le boulot aussi d'une entreprise de se dire, on va faire attention à nos joueurs, on va essayer de faire quelque chose
qui les mettent pas en danger. Enfin, en fait, t'auras toujours des abus. C'est à toi de faire en sorte de les limiter au maximum. C'est mon point de vue en tant que créateur de jeu. C'est à toi de faire attention à ce genre d'aspect. Et comme dit Crack, effectivement, c'est une question d'éthique. Faut faire attention à ça. C'est pas normal que tu aies 72 heures pour te qualifier à un truc où en fait c'est juste si tu fais un max de game tu passes. Ça n'enlève rien à la performance des mecs qui se sont qualifiés. Les gars qui sont dans le top de chaque région, ce sont des GOAT. Ils sont très très forts et certainement le niveau qu'il va y avoir dans le championnat du monde va être très élevé. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Je pense d'ailleurs beaucoup à Tasukusu Raimu qui littéralement, je crois, il est champion en OCG assez régulièrement, et en plus de ça, bon, il est créateur de contenu, mais c'est surtout parce qu'il est joueur très compétitif, et bah, de ce que j'ai compris, c'est un mec qui a pas beaucoup perdu, enfin il a énormément de points dans le ladder asiatique. Le mec est turbo chaud, et il a l'air d'avoir des très très bonnes connaissances du BO1, tu vois, genre, voilà, il est chaud là-dessus. Donc je suis absolument convaincu que les mecs qui sont qualifiés font partie du top des meilleurs joueurs Yu-Gi-Oh! En tout cas sur Master Duel, mais même sur Yu-Gi-Oh! Dans la globalité, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, ça reste flippant. On a une vie sur le côté, faut prendre compte là-dessus. Bah c'est ça en fait, faut faire gaffe à ce genre de choses, et je pense que c'est le rôle de Konami aussi d'accompagner les joueurs. On parle de qualification pour les Worlds, ça a du prestige, tu vois, quand t'es passionné par un jeu, quand t'es passionné par quelque chose, je suis le premier. Je suis le premier qui serait prêt à mettre ma santé de côté pour les trucs qui me passionnent. Jamais je pourrais juger les joueurs à dire ouais mais c'est eux qui ont voulu ça. C'est dur. Tu peux pas te permettre de créer quelque chose comme ça, et de toute façon, c'est l'avis assez global, j'ai vu sur internet, et ça m'a fait plaisir de voir ça, la majorité des gens s'inquiètent, se disent mais c'est pas normal, enfin moi j'ai vu les états dans lesquels était Joshua, c'est pas normal d'être dans cet état, le mec était comme ça sur ses games, genre à un moment donné c'est chaud. C'est chaud de ouf. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel je voulais parler parce qu'il faut pas dormir dessus. Ça reste quelque chose d'important. Évidemment, félicitations aux joueurs qui ont pu se qualifier, qui ont pu aller, qui peuvent se qualifier au World. Hein. Bravo à eux, ça n'enlève rien à leur performance. Le problème n'est pas la performance, le problème c'est la méthode que Konami a choisie pour mettre en place cette qualification. C'est vraiment dommage. Mais voilà, c'est la fin des news. J'ai pas, oui évidemment, il y a des nouvelles cartes qui ont été annoncées, des trucs comme ça. Mais je trouve que c'était déjà un sujet, voilà, c'était déjà un sujet assez fat, je trouve. On a eu parlé de la banlist 1. Du TCG, banlist 2 de Master Duel, et parler de ces qualifications de Master Duel. Je trouvais que c'était vraiment important d'en discuter.